Vous voulez que je vous parle du microbiote intestinal? Écoutez, avec plaisir, et je qualifierais le microbiote intestinal de fascinant. Et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord parce que le microbiote intestinal, qu'on appelait autrefois la flore intestinale, en référence à la capacité de cultiver les micro-organismes vivants que nous hébergeons dans notre intestin. Les 15 dernières années ont révolutionné cette approche, puisque c'est par la biologie moléculaire, la génétique moléculaire, qu'on approche le microbiote intestinal, c'est-à-dire qu'on met en évidence des bactéries qui ne sont pas cultivables et qui a échappé aux méthodes antérieures. Alors ça, c'est un sujet de fascination, mais le principal sujet de fascination, c'est l'immensité du microbiote, telle une galaxie que vous regarderiez dans le ciel. C'est une richesse extraordinaire, d'une diversité fantastique et avec des caractéristiques liées à des espèces bactériennes. Et l'autre objet de fascination, c'est qu'en quelque sorte, le microbiote intestinal que nous hébergeons nous domine. Il représente plus de micro-organismes que nous n'avons de cellules, il est plus lourd que notre cerveau, il exprime plus de potentiel génétique que l'ensemble de nos gènes. Donc quelque part, il nous domine et il faut vivre avec. Il faut vivre en symbiose. Symbiose, ça veut dire l'union fraternelle ou solidaire de deux mondes vivants que sont nos cellules, nos organes et ce microbiote. Alors, comment ça se passe? Eh bien, ce microbiote, il ne tombe pas du ciel, il est reçu. Et il est reçu à la naissance, même si aujourd'hui on sait qu'avant la naissance, pendant la vie fœtale, alors qu'on pensait que le fœtus était complètement stérile, il y a des bactéries aux côtés du fœtus. Mais à la naissance, que se passe-t-il? L'enfant vient au monde, eh bien, on a maintenant la preuve qu'un certain nombre de facteurs liés à la naissance, le terme, la voie d'accouchement, césarienne ou vaginale, l'alimentation, l'environnement de la naissance, la consommation d'antibiotiques et d'antiacides influencent l'implantation du microbiote. Or, aujourd'hui, on établit des liens épidémiologiques, donc quelque part de causalité, entre les circonstances d'accouchement césarienne par exemple, consommation d'antibiotiques, alimentation au lait de mère versus formule, et la survenue de maladies ultérieures chez l'adulte. Donc on est dans une perspective où la naissance doit réaliser une symbiose et que ce qui s'écarte de la symbiose s'appelle la dysbiose et que la dysbiose est de nature à favoriser, non pas à déterminer obligatoirement, mais à favoriser l'apparition de maladies ultérieures de trois ordres. Des maladies d'ordre immunologique, allergies, maladies auto-immunes, comme la sclérose en plaques, comme le diabète de type 1, mais également des maladies digestives, qu'il s'agisse de maladies inflammatoires digestives ou de troubles fonctionnels digestifs, et de maladies métaboliques. C'est ça qui est incroyable, c'est que via l'induction ou l'augmentation du risque d'obésité via le microbiote, il y a une augmentation du risque de maladies métaboliques. Donc, il y a toutes les raisons de préserver ce microbiote, d'abord de s'y intéresser, de le mieux connaître et de faire en sorte, par différents moyens, surtout pas les antibiotiques parce que ce sont des killers incontrôlables, mais éventuellement par des approches qui modulent positivement le microbiote via l'alimentation, via des micro-organismes vivants, et puis d'autres perspectives dans des maladies bien identifiées, qui seraient la transplantation du microbiote via la transplantation fécale. Donc le microbiote, c'est un monde fascinant, c'est un monde qu'il faut respecter, qu'il faut continuer à découvrir et dont il faut utiliser au maximum le potentiel.